Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver tous les dimanches à 13h30 sur Sud Radio. Dans votre émission qui met en avant les entrepreneurs qui font le choix du produire en France, qui innovent pour privilégier les circuits courts. Noël approche à grands pas. Noël d'autrefois, vous aviez une âme. Et oui, on ne se lasse pas de cette voix. Charles Aznavour qui est avec nous. Noël approche, effectivement. On en profite pour vous faire découvrir de belles initiatives Made in France. Tout à l'heure, nous ferons découvrir un cellier français au savoir-faire d'excellence qui fabrique en France, qui vend dans le monde entier des produits d'exception depuis plus de 20 ans. Mais tout de suite, nous accueillons au micro de Sud Radio une jeune femme talentueuse, comédienne, humoriste, réalisatrice, scénariste et désormais défenseuse du savoir-faire français. Sud Radio, c'est ça la France. Merci d'être avec nous, Anaïs Aïdou. Merci. Alors, Merci on est content de vous avoir. Alors, pour nos auditeurs de Sud Radio qui ne vous connaissent pas, j'ai lu sur Internet, sur Wikipédia, pour tout vous dire, que c'est Jean-Yves Lafesse qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier. Oui, c'est vrai, c'est drôle. C'est surtout une rencontre avec lui. Je l'ai rencontré à Lille à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue. J'avais terminé mes études et je faisais un petit boulot à Londres. J'étais perdue, je savais pas quoi faire et j'ai toujours voulu faire du théâtre. Il m'a dit, écoute, moi je pense que t'as quelque chose, je t'entends dire des conneries au loin là, et arrête tout, fais du théâtre et je vais te présenter quelqu'un avec qui tu vas pouvoir passer un casting pour jouer dans une première pièce. Et ça a été une révélation, j'ai changé complètement de... Vous avez mis le pied à l'étrier finalement. Oui. Ouais. Alors, votre métier premier, c'est l'écriture, la réalisation. Vous jouez donc, on le disait, la comédie également. Moi, j'invite les auditeurs à découvrir vos vidéos, qui sont très drôles. La fameuse grande interview, j'en ai vu plusieurs. Daniel Auteuil, Joey Star. Ouais, vous êtes assez gonflé quand même. C'est au fil des rencontres. Daniel Auteuil, j'ai été proche de lui pendant plus de 2 ans parce que j'étais babysitter de son fils. Ah, c'est comme ça que vous l'avez connu. Oui. Et après, Joey Star, c'est pareil, on s'est rencontrés. Et je pense que c'est des... le milieu est assez fermé, mais je pense que quand on essaye vraiment de proposer des projets, d'amener des choses, on peut y arriver. Donc, rien n'est impossible. Et je pense que le plus grand des talents, c'est de réussir à faire des films, à faire des choses et à pousser des barrières. Donc moi, je l'ai fait par moi-même. Je pense qu'il faut pas forcément passer toujours par des agents, des choses comme ça. Il faut entreprendre, en fait, c'est le mot. Et c'est pour ça que moi, j'entreprends énormément. Au risque de me planter, mais c'est pas grave. J'aurais essayé. Il faut tenter. Vous aimez entreprendre. Alors justement, dernièrement, vous avez décidé de créer un lieu aux créateurs dans le 16e à Paris, rue des Bellefeuilles. Finalement, vous êtes mis à défendre les fabriqués en France. Alors racontez-nous comment vous est venue cette idée de dédier ce lieu à différents créateurs. En fait, ça a commencé par le confinement, parce que pendant le confinement, je pouvais plus jouer au théâtre, je pouvais plus rien faire, et donc la seule chose qu'on avait le droit, c'était de se balader dans les rues pour faire du click and collect à l'époque. Et donc moi, je me suis amusée à prendre ma caméra et je filmais tous les commerçants en fait. Et après, ça s'est étendu aux marques. J'allais chez des gens et je les filmais en train de présenter leur création. J'ai rencontré plein de filles qui m'ont dit voilà, moi j'ai une marque de bijoux, je vends sur Instagram, et il y en a énormément. Et en fait, elles ont toutes des super collections made in France. Elles sont hyper engagées. C'est généralement des femmes qui sont en reconversion. Elles ont été avocates pendant 10 ans. Elles se disent maintenant, allez, je fais quelque chose qui me plaît vraiment. C'est des profils de femmes que j'ai adorés. Et je me suis dit, mais ce serait formidable de regrouper toutes ces femmes dans un lieu, en fait. Alors, elles ont créé une sorte d'écosystème. Oui, avec alors toutes ces elles n'ont pas forcément les moyens, elles, de prendre des boutiques parce que elles n'ont pas assez de stock. Il faut prendre du personnel, etc. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un lieu de création. Moi, j'amène mon savoir-faire en tant que productrice. Je fais des interviews, je fais plein de choses. J'alimente leur page, je les aide à faire des photos pour leur réseau. Et elles, en fait, elles viennent s'installer là pour 1 semaine, 2 semaines. Et c'est formidable aussi parce que en tant qu'entrepreneur, on est souvent tout seul. Moi, en tant que scénariste, je suis tout le temps toute seule. Donc là, je trouve qu'en fait, on rencontre des gens, on partage. Comme une maison d'artistes, on a plusieurs artistes dans un même lieu. On peut se conseiller, on peut s'entraider, on peut même faire des collaborations ensemble.
Ouais, c'est ça. Et surtout, voilà, on n'est pas seul. Et aussi, on se détache un peu des réseaux, mine de rien. Parce que moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai passé 3 heures ce matin sur Instagram, c'est le bonheur ». Tout le monde en souffre. Donc, le commerce de proximité aussi, pour les enfants du quartier, enfin, pour tout le monde, en fait. Là, hier, on a fait un pot, on a rencontré des gens. Ça fait du bien, l'humain. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce roulement. C'est-à-dire que comment vous les choisissez, ces créateurs? C'est selon leur profil, leur histoire? Oui, selon la manière de fabriquer. Donc, on est très à l'écoute de leur choix, des ateliers. On essaye de prendre du Made in France, des produits de qualité. Et c'est aussi des rencontres, humaines avec des entrepreneurs, qui défendent l'artisanat français, tout ça. C'est vrai qu'on essaie d'être très éthique dans nos choix. On a l'idée est belle, maintenant il faut la réaliser. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour créer ce lieu de création? Et je pense que même la veille, on n'était pas sûr d'ouvrir. Non, mais c'est épouvantable. Et en France, pour ouvrir un commerce, c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Faut les cautions, les prêts, c'est tout un truc. Alors moi, j'ai eu la chance de m'associer avec quelqu'un d'extraordinaire qui travaille dans l'art, qui est collectionneur d'art, et à qui du coup, j'ai fait un business plan en expliquant que j'avais déjà travaillé avec des créatrices, que j'avais déjà fait des pop-up de Noël, des marchés de Noël. Avec le 16e, et du coup il s'est associé avec moi pour monter la boîte, etc. Donc j'ai été soutenue par un particulier et pas par des banques. Vous avez fait le tour des banques également? Non, pas du tout. Non, en fait j'ai saisi une opportunité, et là je reçois par jour, depuis que c'est ouvert, plein de demandes de créatrices qui veulent venir. Donc les pop-up c'est à la mode. Ça permet aussi de vous tester si vous montez votre marque. C'est vrai. On ne sait pas, on n'a pas vu le public encore. Vous venez une semaine et vous voyez si potentiellement ça plaît, les retours des clients, etc. Et comment fait-on pour ne pas se décourager justement quand on crée justement un lieu, quand on a envie justement de s'installer face aux difficultés? Comment fait-on pour garder le moral, pour avancer? Non, mais c'est vrai qu'après, garder le moral, non, c'est dur. Il y a plein de charges, il y a les assurances. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des gens vous disent que c'est pas possible. Ouais. Que même l'assureur, il me dit, mais tu te rends compte, c'est un dégât des eaux, des vols, du casse. En fait, on vous décourage à chaque étape. Les gilets jaunes je sais pas, des manifestations, les Jeux Olympiques qui vont arriver. J'ai dit, je signe quand même. Au pire, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce lieu, il va régulièrement changer de visage. Vous avez même envie d'y exposer des artistes. Oui, j'ai des artistes émergents qui vont arriver de tous les pays du monde, parce que du coup, donc, je collabore avec un ambassadeur de l'art à l'UNESCO qui, lui, soutient plein d'artistes. Et donc là, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a, je pense à Cédric Bocara qui fait de l'abstrait. J'ai rencontré plein de gens, et donc à partir de février, toutes les semaines, on va également exposer des artistes au mur. Donc il y a cette envie de faire de ce lieu un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu ouvert à tous, un lieu de qualité. Oui, voilà. Et ça commence? Et on a ouvert lundi dernier. Donc là, ça commence tout le mois de décembre, et janvier, c'est que des créatrices. On en profite pour les cadeaux de Noël, les fêtes. Et voilà, donc n'achetez pas sur Amazon, passez voir. Non, mais c'est vrai, il y a un certain confort. On est à la maison le soir, on se commande des petits bijoux, des petites choses, mais là, on peut rencontrer ceux qui fabriquent les bijoux. Mais là, on peut rencontrer ceux qui fabriquent, on qui met sont un là, visage, on met une histoire. Ouais. Et du coup, ça prend une autre dimension. L'histoire aussi. L'histoire, généralement, c'est des histoires formidables. J'ai une maman là qui tricotait quand son enfant dormait. Elle a monté sa marque. C'est des histoires de femmes, de créatrices. C'est formidable, moi, je trouve. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, rappelez-nous l'adresse. 11 rue des Bellefeuilles. C'est juste à côté de la place de Mexico, métro Trocadéro. C'est assez facile. Je pense que là, c'est très précis. Ouais, voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir pris le temps de nous présenter ce très joli projet. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après pour découvrir une entreprise d'excellence dans le domaine de la sellerie qui fabrique tout sur le territoire et qui exporte dans le monde entier son savoir-faire. Et vous verrez également comment on innove dans ce secteur. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et je vous emmène tout de suite en Charente-Maritime découvrir une autre entreprise française constamment à la recherche d'excellence, de performance, de bien-être pour un couple en particulier, celui du cheval cavalier. Sud Radio C'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Xavier Lanrouilly, président, directeur général et fondateur d'Antares. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes installé près de Saintes, en Charente-Maritime. Merci d'être au micro de Sud Radio. Alors, dans cette émission, on prend plaisir à faire découvrir aux auditeurs ces entreprises d'excellence. Et c'est votre cas. Là, on est dans la haute couture de la sellerie. Vous avez créé cette entreprise il y a 23 ans. Alors, désormais, elle compte 100 salariés en France, 80 autres employés dans le monde, enfin au Canada, l'Argentine, les États-Unis, en tout. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, donc c'est une belle success story française. La sellerie, c'est un savoir-faire que l'on maîtrise en France. On peut le dire, c'est un savoir-faire qui est reconnu à l'international. Oui, tout à fait. Je pense que la sellerie française fait partie des fleurons de notre pays en matière d'artisanat, oui. Ça, c'est dû à quoi? J'imagine qu'il y a Hermès qui en fait partie, qui a peut-être ouvert la voie, mais vous n'êtes pas du tout dans la maroquinerie. Vous êtes équipementier, vous êtes vraiment dans la sellerie. Exactement. Alors pourquoi? Je pense que la France est déjà un pays de cheval. C'est vrai. On a beaucoup d'éleveurs, beaucoup de cavaliers. C'est un sport qui nous permet de ramener en règle générale des médailles, que ce soit dans les championnats européens, mondiaux ou aux Jeux Olympiques. Et forcément, à côté de cette pratique est né un artisanat dédié à la conception d'un matériel destiné à la pratique de l'équitation. Comment vous expliquez le succès d'Antares? De quelle façon vous avez réussi à vous imposer dans ce secteur? Je l'explique relativement simplement. Je pense qu'on a essayé on essaye encore de faire notre métier de la meilleure façon qui soit, d'être le plus pertinent possible dans les produits qu'on offre aux chevaux et aux cavaliers. Alors effectivement, vous avez mis le doigt sur sur la grande question. On est souvent catalogués comme des maroquiniers de luxe et effectivement, nous ne sommes pas des maroquiniers de luxe. On fabrique effectivement des très beaux produits en cuir, mais notre objectif est vraiment d'être un équipementier sportif et de proposer un équipement qui soit le plus pertinent possible pour être un paramètre de la performance des couples chevaux et cavaliers. On est dans le sur-mesure, dans l'excellence. Rappelez-nous, pour nos auditeurs, tous les corps de métier sollicités pour fabriquer une selle. Alors, la première chose, c'est que sous la selle ou à l'intérieur de la selle, il y a un arçon, donc c'est le squelette de la selle, qui va lui déterminer une grande partie des qualités techniques de la selle. Et là, effectivement, traditionnellement, il y a du bois, du hêtre lamellé collé, il y a du métal. Donc déjà, on a des menuisiers et des gens qui travaillent le métal. Et puis après, on a nos selliers qui eux sont formés à la couture machine, à la couture main. On travaille du cuir au rembordage, etc. Et depuis quelque temps, c'est même pas qu'on s'intéresse. On a pour mission d'être le plus pertinent possible sur le sur-mesure cheval, parce que le cheval est réellement l'athlète avec le cavalier dédié à la performance, et il est évident qu'il faut que le cheval soit le plus confortable possible sous la selle. Donc on travaille de plus en plus avec les professionnels de la santé du cheval, que ce soit les vétérinaires, les ostéopathes. Nos saddle fitters maison sont constamment formés de façon à avoir une très bonne connaissance de l'anatomie et de la biomécanique du cheval, de façon à poser le meilleur diagnostic sur mesure pour des chevaux de compétition. Pour avoir la communion parfaite entre le cavalier et le cheval, tout simplement. Exactement. Ouais. Alors du coup, il faut constamment innover, et c'est votre cas. Oui, on innove
du mieux qu'on peut, on va dire. On essaie de trouver des nouveaux matériaux pour l'arçon, on essaie de trouver des nouvelles formes, des nouvelles facultés d'adaptation aussi de nos produits, parce que le cheval, tout au long de sa vie, et même on pourrait dire tout au long de l'année, va évoluer dans sa morphologie, dans sa musculature. Donc il faut aussi qu'on puisse proposer des selles évolutives, adaptables. Donc effectivement, on a depuis quelques années un petit département R&D qui travaille sur nos futurs produits. Oui, avec cette volonté d'avoir la selle la plus confortable, vous le disiez à l'instant, peut-être la plus légère, tout en étant efficace également, pour que le cheval puisse la supporter finalement. Le poids n'est pas le critère numéro 1 du cahier des charges en matière d'évolution de la selle. On va beaucoup plus parler de la position du cavalier, de l'équilibre du cavalier, parce que l'équilibre, c'est la sécurité aussi. Hein. Ah oui. C'est important. Le cavalier en équilibre, il est sécure pour lui, et il gêne moins son cheval. C'est beaucoup plus important que le poids. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis une néophyte dans le secteur, mais effectivement, il n'y a pas que le poids, il y a ces autres contraintes également qui sont plus importantes. Quels sont les principaux pays concurrents dans ce secteur aujourd'hui, les autres grands pays dans l'univers de la sellerie? Les grands pays concurrents de la France, les Italiens, les Anglais, les Allemands sont des fabricants de sel. Aussi toujours avec la maroquinerie, hein, on voit bien, c'est aussi des grands pays, des grands maroquiniers également. Oui, et puis des pays de chevaux. Hein, des pays de chevaux, c'est vrai. Les Anglais, les Allemands, les Italiens pratiquent beaucoup l'équitation. Et quand on a fait le tour de ces trois pays, je crois qu'on a à peu près l'essentiel de la concurrence en matière de sellerie que nous pouvons rencontrer à peu près partout dans le monde. Et j'imagine que quand on travaille dans ce secteur-là, on est forcément un passionné d'équitation. C'est votre cas, Xavier Lerouilly? Oui, vraiment. Dans votre secteur, il y a aussi cette volonté de vous inscrire dans une démarche responsable. Ça fait partie aussi de l'évolution de ce métier. Je pense que ça fait partie de l'évolution de tous les métiers, ou ça devrait faire partie de l'évolution de tous les métiers. Oui, tout à fait. On a une volonté d'écologie et d'économie en essayant de valoriser au maximum l'ensemble des cuirs qui sont malheureusement écartés de la production de sel parce qu'ils ne correspondent pas au cahier des charges pour différentes raisons. On essaie d'être responsable dans la façon dont on travaille avec l'ensemble de nos collaborateurs. On travaille déjà que 4 jours une semaine, 5 jours l'autre. On est en train d'étudier la semaine de 4 jours. On a mis en place des séances d'ostéopathie préventive pour l'ensemble de nos selliers. Est-ce que c'est un métier très physique, fabriquer une selle? Ça fait mal aux mains quand même. Ça fait mal aux mains, donc on essaie d'être le plus responsable vis-à-vis de ça, parce que la richesse de l'entreprise, elle se crée autant dans l'atelier que sur la route ou dans des bureaux. Donc oui, ça c'est une façon d'être responsable aussi. Et puis finalement, effectivement, ça reste un métier où la présence humaine est importante. C'est-à-dire qu'une grande partie se fait encore manuellement dans la fabrication des selles. Complètement. Nous, on fabrique 4200 selles à peu près chaque année, et on a une soixantaine d'artisans à Saintes pour les réaliser. Mais alors du coup, la partie canadienne, argentine et américaine, ce sont d'autres ateliers sur place qui sont également... La totalité des selles Antares sont fabriquées en France. On a 2 filiales, une aux États-Unis, une au Canada, qui sont uniquement des filiales de distribution, qui nous permettent de présenter nos produits et de les vendre aux États-Unis et au Canada. En Argentine, c'est un peu différent. En Argentine, on a racheté une entreprise qui était en difficulté et qui avait un savoir-faire extraordinaire dans la fabrication des arçons, donc les squelettes des selles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en Argentine, on fabrique les arçons et aussi des selles, mais des selles plutôt prêt-à-porter et demi-mesure que on ne vend pas sous la marque Antares. Oui. La marque Antares, c'est Made in France. Uniquement, fait sur le territoire français. Exactement. Quel est le prochain grand défi pour Antares, pour vous, Xavier Lerouilly?
Pour moi, je suis en plein dans le défi, puisqu'on est en train de lancer sur le marché notre nouveau modèle de sel avec un nouvel arçon 2X assez novateur, voilà, et ça se passe plutôt pas mal. Et le prochain gros défi, c'est on va essayer de conquérir le marché allemand. Nous sommes en train de créer notre filiale en Allemagne pour toujours exporter un petit peu plus. Merci beaucoup Xavier Lenrouilly d'avoir pris le temps de nous présenter cette jolie entreprise, je rappelle, Antares, située près de Saintes, en Charente-Maritime. Merci et bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et on retrouve Thibaut qui est dans l'Aude du côté de Narbonne. Notre French Trotter s'est intéressé à l'art de vivre du Midi méditerranéen avec ses vignes et ses champs d'oliviers. Et justement, on va tout savoir sur l'olive grâce à la visite d'une coopérative oléicole. Et oui Nathalie, aujourd'hui je suis dans le Languedoc, plus précisément à Bisminervois. Et je suis très heureux de visiter le moulin de l'Olibo, car on va tout savoir sur l'olive et l'olivier, cet arbre millénaire, et l'olive en particulier qui est un fruit. Je dis pas de bêtises, je suis avec Jean-Marc Thibault, responsable tourisme de l'Olibo. L'olive est un fruit, effectivement. On va le travailler d'ailleurs comme un fruit. Et ça, c'est un peu la spécialité de l'Olibo. On appelle ça la confiserie. Et c'est une de nos premières spécialités, notamment avec une olive star ici dans la région, la Luc du Languedoc, appellation d'origine protégée. Alors elle est comment la Luc? Alors déjà elle est singulière par sa forme, elle a une forme de croissant de lune. Et c'est une olive qui est capricieuse, c'est-à-dire que c'est une olive qui est difficile à mener, qui a besoin de particularités. Elle est pollinisée par le vent notamment, et on est une région bénie des dieux pour ça. Et elle est stérile, donc elle a aussi besoin d'un autre olivier, un pollinisateur pour obtenir des fruits. Donc c'est pas si évident que ça. Et je crois savoir qu'elle est récoltée à la main. Exactement, donc septembre c'est le début de la récolte de cette olive phare, et la récolte se fait à la main. Donc c'est un travail très laborieux puisque c'est un quart de tour sur chaque olive, une à une, déposée délicatement dans un seau et amenée ensuite ici. Elle va être triée une à une à la main. Donc c'est un véritable travail d'orfèvre. On peut aller voir ça ? Allez, on y va. Voilà, donc là on est en face du quai d'apport et vous avez toutes ces caisses remplies d'olives. Alors, la particularité de ce fruit, c'est qu'il n'est pas comestible en tant que tel. Directement cueilli de l'arbre, c'est une expérience qu'on fait qu'une fois dans sa vie et généralement une expérience amère. Donc là, tout le savoir-faire du confiseur va résider là-dedans, dans ce secret de se débarrasser finalement de cette amertume pour la rendre inégalable. Sublimer l'arôme. Voilà, sublimer, et surtout donc le savoir-faire français, donc c'est aussi ça, c'est de faire cette olive nature et de la rendre plus près finalement du fruit, de la jeunesse du fruit. C'est une olive qui est sublime, qui est beurrée, qui est tendre, qui est charnue. Bon, je mettrai des heures pour la décrire. On a parlé de la préparation de l'olive, mais ici également on fait de l'huile. Effectivement, hein, ça c'est la seconde spécialité, l'huile d'olive. Depuis la nuit des temps on fait de l'huile d'olive et ici on est dans le moulin, l'outil de production. Et si vous regardez ce moulin, vous voyez que il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a enlevé le cheval, hein, c'est la modernité chez nous, mais après, pour le procédé, ça date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Ce sont les meules d'origine ? Alors, ce ne sont pas des meules d'origine, hein, puisqu'on est obligé de les changer à peu près tous les 15 ans. Ce sont des meules de granit, des granites des Alpes françaises, et chaque pierre pèse 2 tonnes. Donc là, ce que vous voyez, c'est 6 tonnes au total, qui vont écraser à peu près 350 kg d'olives toutes les 30 minutes. Et le plus important, on écrase le noyau, puisqu'à l'intérieur de ce noyau se trouve l'amandine, où se trouve le fameux acide oléique qui va protéger l'huile d'olive contre l'oxydation. L'huile d'olive, c'est un pur jus de fruits sans additifs. Et je voudrais préciser, tout ce que vous montrez en ce moment, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une visite qui est ouverte au grand public. Exactement, donc on l'appelle l'Odyssée de l'olivier puisque c'est un parcours qui va commencer dans une oliverie pédagogique où on va parler plutôt du végétal parce que pour nous l'amont est aussi important, la taille, la façon dont on va prendre soin de cette olive, la cueillette et les méthodes de cueillette. Ensuite on arrive ici dans ce moulin où on va voir, effectivement on voit pendant la période de récolte, c'est plus virtuel, c'est réel, mais pour désaisonnaliser un petit peu ce procédé, on a un système de son et lumière dans
le moulin pour comprendre l'élaboration de l'huile d'olive depuis la Rome antique jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je vois un écran géant, voilà. La salle est équipée, ce moulin est équipé. Exactement, hein, donc on a voulu introduire l'écran géant au milieu de l'outil de travail. Et ça, c'est la particularité de la visite d'entreprise. Et voilà, on ne change pas l'outil de travail, et on adapte juste aux conditions des gens qui travaillent ici. Merci pour votre passion, on sent le passionné de l'olive. Merci beaucoup, écoutez, nous, ça nous fait tellement plaisir de recevoir des gens et de transmettre. Ça, c'est très très important pour nous. Merci beaucoup à vous. Écoutez Nathalie, moi je continue ma petite balade dans le Languedoc et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte. Merci à Jean-Marc pour cette véritable immersion dans le monde de l'olive. Et Thibaut, vous ne l'a pas dit, mais la visite se termine bien sûr par de la dégustation de cette luc tendre et charnue. Pour les horaires, l'adresse est tout simplement sur www.loulibo.com. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour et même radio. À très vite.